Chers amis d'Omerta, bonsoir. Le documentaire que vous vous apprêtez à visionner est exceptionnel. Pendant plus de 3 semaines, Régis Le Sommier et Abdoulaye Djedia se sont rendus en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, dans la région de l'Ituri. Dans la région du Kivu, depuis 30 ans, des bandes armées comme le M23, soutenues par le Rwanda, se livrent à des pillages et des massacres de masse sur la population civile. Selon l'ONU et de nombreuses ONG, ces tueries de masse ont déjà fait plus de 10 millions de victimes. L'objectif de ces bandes armées est de créer le chaos dans la région pour s'accaparer les immenses richesses minières dont regorge le sous-sol de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce documentaire vous emmène au contact de ces femmes victimes de viols, de ces enfants martyrs que la guerre a jetés sur les routes ou dans des camps de réfugiés. Il vous emmène aussi au cœur de ces mines de cobalt, de coltan et d'or qui font la richesse du sous-sol congolais et qui sont l'une des principales motivations de ces bandes armées qui souhaitent s'accaparer ces richesses minières au mépris de la souveraineté de la RDC. Vous allez aussi découvrir que ces minerais, ces terres rares, sont devenus un enjeu stratégique pour Donald Trump qui en a fait l'une des priorités de son action diplomatique. Ce documentaire exceptionnel, vous pouvez le retrouver dans sa version longue sur notre application mobile, dont le lien est en description de cette vidéo. Notre équipe a besoin de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter, partager cette vidéo. Bon visionnage et à très bientôt. J'ai été violée, j'ai un enfant fruit du viol âgé de 17 ans. Parce qu'on l'avait dit, est-ce que tu as déjà goûté les chewing-gums? Il a dit oui. Alors, on a coupé le pénis de son mari et on l'a dit, mange ça comme chewing-gum. Elle a commencé à... Ils étaient dans les quartiers, les rebelles ont tiré à bout portant à mon oncle paternel. Quoi? Toute la menace de l'Est pèse sur nous. Mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. République démocratique du Congo. Premier voyage ici. Première étape, Kinshasa. Si nous avons décidé de nous rendre ici, en République démocratique du Congo, c'est en partie à cause de Donald Trump et des Américains. L'impact de son élection se fait aussi sentir dans ce pays à un point qu'on mesure encore mal en Occident et que nous allons bientôt découvrir. Ces derniers temps, Donald Trump semble être présent partout sur Terre. À peine quelques heures après notre atterrissage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le voilà qui apparaît sur une affiche, en plein centre-ville, en compagnie de Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Ces posters célèbrent l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Sans Trump, nous étions foutus, répètent souvent les habitants. Mais qu'a-t-il fait au juste? D'essayer de vous raconter un petit peu cette situation complexe qui dure depuis 30 ans ici. Et puis, ce qu'on a noté aussi, on peut aussi en témoigner, c'est que l'accord qui vient récemment d'être conclu
entre les Américains, le Rwanda et la République démocratique du Congo semble susciter beaucoup d'espoir. Ici, on parle d'une nouvelle ère qui pourrait potentiellement commencer, même si c'est un accord extrêmement peu contraignant quand on le lit et qui n'a pas encore été signé, qui va être signé à Washington récemment, bientôt par le président de la République démocratique du Congo, le président rwandais également. Le tout sous l'égide de Donald Trump, avec, on sent bien, derrière ce profil, évidemment, cette guerre que mènent les États-Unis, que se livrent les États-Unis et la Chine. Que représente exactement cet accord pour les Congolais? Samy Aboudango, vice-ministre de la Défense, voit en lui un immense espoir. Nous saluons cet accord parce que c'est déjà une porte pour la sortie de tout ce que nous avons subi pendant plus de 30 ans. Cet accord est en faveur du peuple congolais, parce que cet accord met fin à toutes les tueries, à tout ce que nous avons subi. Je salue l'engagement du président Trump, et je salue l'engagement de son administration, et pourquoi pas celui de tous les peuples américains qui ont accepté aujourd'hui d'accompagner le peuple congolais à la paix durable et définitive, comme l'a toujours dit le président de la République. Parce que l'accord est porté par une puissance mondiale que vous et moi tous ne pouvons pas remettre à cause. Les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance. Les États-Unis d'Amérique, dans le régime de Trump, vous vous rendrez compte que Trump est pour la paix. Et le peuple congolais pense que c'est un acteur qui pourra sauver ce pays aujourd'hui vers la paix durable. La ville grouille de monde dans tous les sens. La circulation est si intense que pour se déplacer, rien de tel que les mototaxis, à 3 ou à 4 à l'arrière sur la selle. Dans ce chaos immense, chacun est à sa place, même les mendiants qui viennent nous harceler. Pour échapper à la foule, nous prenons la direction du fleuve. Brazzaville ici, Kinshasa, qui sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Il n'y a pas de pays qui ont leur capitale aussi proche l'une de l'autre. Il y a 1 kilomètre, 2 kilomètres, même pas, qui séparent ces deux villes. Kinshasa semble... Les berges du fleuve Congo sont couvertes de végétation. Tout est paisible. La guerre semble si loin. Ici, nous sommes à plus de 2000 km du Kivu et de l'Ituri, les régions martyres où des millions d'êtres humains ont été assassinés depuis les années 90. Comme dans toutes les villes africaines, on y honore comme il se doit le dieu football. Mais chaque dimanche, les églises font salle comble. À Kinshasa, on les trouve presque dans toutes les rues. Divisé au Congo, pays chrétien à 80%, à part presque égale entre catholiques et protestants évangéliques. Tu as besoin de suite. Tu as besoin de sang qui marche dans la
c'est des enfants ici présents, Seigneur, qui ont pardon, qu'il en soit ici dans la vie de ton peuple et que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, le pasteur Bruno a recueilli Daniel, ainsi que plusieurs autres déplacés de l'Est. C'est comme cela qu'on dit quand on est réfugié dans son propre pays. Daniel travaillait à Goma et Bukavu, deux villes conquises en février dernier par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Je n'ai pas vécu l'arrivée des M23 chez nous à Bukavu, mais j'ai vécu l'arrivée des M23 quand ils étaient à Goma, parce que nous avons quitté Bukavu 2 jours après que Goma soit tombé. L'entreprise a jugé bon d'évacuer notre famille. C'est comme ça qu'on a quitté, mais c'était catastrophique. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, la guerre, c'est quelque chose de très compliqué. Jusque-là, je ne suis pas encore remis de ces douleurs, de ces traumatismes de la guerre à l'Est. Je vous allez pour une petite histoire. J'ai quitté Bukavu le 27 janvier, comme je l'ai dit, mais avec ma famille et avec mon fils, le cadet qui a 12 ans, sous une forte fièvre terrible. Je devais quitter absolument la ville parce que la ville était menacée. Ce que les gens ne vivent pas ici, ils s'imaginent peut-être que c'était une blague. C'est terrible. Les gens sont bloqués dans leurs maisons. Ça tire même devant votre porte. On cherche même les jeunes gens pour les tuer. On assimile les jeunes gens à être des gens qui ne sont pas avec les rebelles. On tire à bout portant. Tout le monde qui est soupçonné seulement. Il suffit qu'on vous soupçonne d'être contre ces gens-là. Vous êtes pris pour une destination que vous ne connaîtrez jamais. Et la famille n'a même pas le droit d'aller demander où serait notre papa, où serait tel monsieur que vous avez pris. C'est des choses comme ça. Ceux de l'Est sont nombreux à Kinshasa, en particulier les étudiants, dont la famille est restée au Kivu et qui sont parfois sans nouvelles. À l'Université pédagogique nationale, l'UPN, située à la périphérie sud de la ville, on en compte près d'une centaine. C'est une religieuse, la sœur Benita Nyakagonga, qui a la charge de s'occuper d'eux. En l'occurrence, ces étudiants ont une petite particularité, ils viennent de l'Est du pays, c'est ça? Ces étudiants viennent de l'Est de notre pays, tout l'Est. D'accord. Tout l'Est, ces étudiants apprennent ici, ça fait un temps, mais ils ont vécu une situation un peu macabre que vous connaissez. Ce qui se vit dans notre pays aujourd'hui sont victimes de la guerre d'agression. D'accord.
suis du Sud Kivu, dans le territoire des Fizi. Après la guerre de Minembwe, je n'ai pas vraiment des nouvelles de ma famille. Ça fait au moins un mois là, leur numéro ne passe pas. Je ne sais pas s'ils sont en vie ou comment. Mais parce que le Tout-Puissant est là, j'espère qu'ils sont en vie. Moi, je suis de Minembwe. Minembwe, d'ailleurs, même j'ai vu des informations dans des réseaux sociaux actuellement qu'il y a l'aéronef là à Minembwe qui a été bombardé. Et l'aéronef du M23. Donc, il y a une autre branche de M23 qui se trouve actuellement à Minembwe, qui fait des offensifs à Minembwe. Tu as ton père, ta mère, tes frères et sœurs là-bas? J'ai mon père et ma mère était morte en 2022 à cause toujours de la guerre en fait. Ta mère est morte à cause de la guerre? Ah ouais, ma mère est morte, donc maman n'est plus en vie. Un de ses étudiants est en retard. Il est littéralement sous le choc. Il vient d'apprendre que 2 jours plus tôt, son père, resté au Nord Kivu, a été assassiné. Je m'appelle Arusima Bahogore Tarsis. Je suis natif du site Kivu, territoire de Kabare, groupement de Chirunga, village de Karambi. Le vendredi, ils étaient dans les quartiers, les rebelles ont tiré à bout portant à mon oncle paternel. Maintenant, le papa étant stressé, il m'a appelé le matin, il m'a dit que non, avant que nous n'en tirons notre oncle, je pars aussi déposer le bulletin de mes élèves, un peu que je revienne à la maison pour voir comment passer tout ce qui est comme deuil de la famille. En rentrant comme ça, en déposant le bulletin des élèves, les rebelles lui ont assassiné tout juste quand il était déjà près de chez nous. Donc, non loin, à 1 kilomètre de la maison. Avant de nous quitter, sœur Benita veut nous montrer une image. C'est le cadavre du père que son petit frère lui a envoyé sur son portable quand ça s'est passé. Depuis, il n'a plus aucune nouvelle. Mais il n'y a pas que les images qui saignent, il y a aussi les mots. Écoutez ceux de Des Anges, violés par des combattants du M23. Je suis victime 2 fois. J'ai été violée, j'ai un enfant fruit du viol âgé de 17 ans. Donc, il est aussi témoin de tout ce qui s'était passé là-bas. Violée et enlevée. J'étais enlevée dans la forêt, j'ai fait 6 mois dans la forêt. C'est là que je suis sortie avec une grossesse. Donc, mon histoire avec ce groupe rebelle, nous, on les appelle chez nous les interarmes FDLR. C'est le groupe FDLR qui était venu dans notre village. Ils ont brûlé tous nos villages. Notre village, ils ont brûlé mon papa dans la maison et parce que mon papa était chef du village. Il y avait aussi une maman qui avait mâché les pénis de sa femme, de son homme, parce qu'on l'avait dit « Est-ce que tu as déjà goûté les chewing-gums » Elle a dit oui, elle croyait que ce sont des chewing-gums qu'on veut juste la donner. Elle a dit oui, alors on a coupé le pénis de son mari et on l'a dit mange ça comme chewing-gum. Elle a commencé à mâcher ça. En fait, la situation que nous traversons, moi, je me dis que depuis 1990 que je suis née, jusqu'à nos jours, je suis née dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Tout cela ne serait jamais arrivé sans la présence dans les sous-sols du pays de richesses incommensurables. Ce sont ces minerais qui parfois, comme le coltan, n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Sans lui, par exemple, il vous serait impossible d'utiliser un téléphone portable. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, en parle avec passion. Lorsque vous voyez les statistiques d'exportation des minerais à partir du Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda est devenu exportateur du coltan, des cassitérites, de l'or, alors qu'il ne dispose pas des gisements de ces minéraux-là. Voilà le vrai problème. Nous avons quand même des interrogations sur un certain nombre de comportements. Et là, je parle aussi en tant qu'analyste parce que j'ai fait mes recherches, des thèses sur des questions de sécurité. Lorsque la France, par exemple, voit que le Rwanda sort de la francophonie et accepte que ça devienne une Rwandaise qui pilote la francophonie, c'est quand même une contradiction. C'est des choses
que nous, on n'a jamais compris. C'est-à-dire, on ne doit pas dorloter quelqu'un alors qu'il a commis des crimes dans la région. Il ne faut pas que le génocide suscite une compassion aveugle pour que les gens ne voient plus la réalité en face. Mais ce que la France fait pour tenter de réunir les gens, c'est pour nous un sentiment d'encouragement que nous devons avoir pour dire qu'il faut que les gens se réunissent pour qu'ils sachent qu'il y a une crise oubliée. Parce que de la même manière qu'on parle de la crise à Gaza, de la crise en Ukraine, eh bien on a oublié une troisième crise qui a fait plus de victimes qu'en Ukraine qu'entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est la crise de la République démocratique du Congo. Et je suis heureux de pouvoir partager ces éléments avec vous parce que les 10 millions de morts que nous avons connus sur les 30 ans, ça approche le nombre de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qui dit richesse, diamants et autres terres rares, dit forcément corruption, blanchiment et crime. Les hommes rassemblés autour de cette table n'ont pas une tâche facile. Ils travaillent pour la cellule nationale du renseignement financier, la CNRF. Le travail de la cellule de renseignement financier, au fait, c'est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En termes clairs, c'est pour éviter que l'argent sale ne soit injecté dans l'économie nationale. Nous avons au niveau de la fraude fiscale, il y a également la fraude douanière, il y a également au niveau de la corruption, le risque est élevé, criminalité environnementale, le risque est élevé. Également dans le secteur de financement du terrorisme, du fait déjà de ce nombre croissant des groupes armés au niveau de l'Est qui sèment l'insécurité et qui favorisent également les actes de terrorisme et les actes de blanchiment des capitaux. Et par rapport à ce travail qui a été fait, il y a eu de recommandations. Donc, le pays a identifié, a évalué le risque et a formulé des recommandations, c'est-à-dire de mesures pour atténuer ces risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Je crois que nous pouvons certifier aujourd'hui que la CNRF a fait un grand travail pour permettre de réduire tant soit peu les financements vers les groupes qui sont dans la région. Les premières actions phares, c'est que la CNRF, ce n'est pas pour qu'il y ait l'inclusion financière. L'inclusion financière voudrait que tout l'argent passe par les systèmes bancaires. Lorsque les systèmes bancaires évoluent normalement, ça permet à ce que des mouvements de fonds soient surveillés. Aussi, parce qu'aujourd'hui, grâce aux actions de la CNRF, l'utilisation du cash a sensiblement diminué, mais c'est vrai que ça continue. Et ces comités est rendu opérationnel grâce aux résolutions du Conseil de sécurité. Il y a la résolution 1267 liée à Al-Qaïda et à l'État islamique. Il y a la résolution 1373 qui demande aux États d'avoir un comité de sanctions financières qui mette en place une liste nationale de financiers ou de personnes liées aux actes terroristes. Nous embarquons pour Lubumbashi, capitale mondiale du cobalt et deuxième ville du Congo. Le cobalt, ça sert à quoi? À confectionner des batteries. Chaque Tesla, par exemple, en contient 10 kilos. Et le Congo en produit 90% des besoins. À peine arrivé, pas de temps à perdre. Nous avons rendez-vous avec le général Eddy Kapende, ancien attaché militaire du président Laurent-Désiré Kabila. Le général est une légende dans l'armée congolaise. C'est lui qui dirige la sécurité des 4 provinces, dont le Haut-Katanga, la plus riche en minerais dans tout le pays, est l'objet de toutes les convoitises. Entre autres, s'il y a la guerre à perpétuité chez nous, à l'Est, c'est à cause des minéraux. Or, le Congo, notre pays, a comme base économique et minière dans l'ex-Katanga que je commente sur le plan militaire. Ça veut dire qu'en dehors de la sécurité
d'une manière générale, nous avons aussi l'obligation de protéger tous les secteurs miniers pour que ces mines ne soient pas les lieux de concentration des groupes armés qui peuvent se perpétrer de manière assez dangereuse contre notre pays. Le Katanga, c'est une zone stratégique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan opérationnel. Et donc, j'ai le devoir d'empêcher que toute forme d'agression, toute forme de pillage, toute forme de groupes armés n'arrive ici parce que le terrain serait trop fertile pour ce genre de barbarie si jamais ça arrivait. Vous savez, notre pays est en guerre et la zone stratégique, c'est le Katanga. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons qu'ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Ce sont les hommes du général qui vont nous accompagner dans les mines. Car les trésors du Congo ne se visitent pas comme ça. Il faut montrer patte blanche et surtout être bien armé pour s'y rendre. Pas moins de 6 militaires nous accompagnent. Alors voilà, aujourd'hui, on est parti avec une unité de l'armée. On va aller visiter les mines qui sont tout autour de Lubumbashi. Là, on est encore dans la ville. On doit passer encore chercher les papiers parce que c'est toujours assez compliqué au niveau administratif. Il faut obtenir les formulaires, donc on a encore tout ça à faire. Et ensuite, on partira pour justement, là on arrive là, dans le palais du gouverneur. Et ensuite, après, on va pouvoir partir, les soldats descendent là. Voilà. Nous prenons la route de Kolwezi, un axe vital pour l'activité économique de la région, ce qui fait qu'il est emprunté par des milliers de poids lourds tous les jours. La conduite y est pour le moins périlleuse. Les bords de la route regorgent d'épaves de véhicules, victimes de collisions frontales. Nous prenons la direction de la mine de Likasi. Le bitume cède rapidement la place à une piste en latérite qui s'enfonce jusque dans l'arrière-pays. Notre convoi s'immobilise devant la barrière qui marque l'entrée principale de la mine. Les creuseurs, comme on les appelle, sont nerveux. Un individu arrive sur le site et il s'imagine aussitôt qu'on va leur prendre leur business. Quoi? Pourquoi? Bon. Mais on a l'autorisation. C'est bon? Voyez. Ils viennent d'où là? Vous venez d'où là? Beaucoup déjà sont de Likasi. Ouais. Ah oui, enfants de Likasi. Ouais, Likasi. Il y a assez de Kolwezi, Likasi. Pas de Lubumbashi, c'est. Même de Lubumbashi. Même de Lubumbashi, il y en a. Ah, vous venez ici tous les matins, vous repartez. C'est comme ça la routine. Oui. Vous travaillez combien d'heures par jour ici? De 7h à 17h30. 7h à 17h30. Oui. Ok. Et est-ce que niveau de ce que vous inhalez, c'est dangereux? Je remarque des visages très jeunes parmi eux. Les mines au Congo sont hélas célèbres pour l'exploitation des enfants, pour extraire le minerai. D'accord. Ils sont les vendeurs, ils sont les vendeurs. Cette réponse n'est pas très convaincante. Ils sont des vendeurs. Ils vendent quoi? Les choses à manger, les bénis. Ah, c'est eux qui amènent à... Nous demandons à rencontrer des mineurs au travail
pour qu'ils nous expliquent leur métier. Demi-tour vers un site situé de l'autre côté de la montagne. Nous sommes dans une mine de cuivre. Cette année, le minerai a le vent en poupe par rapport à son frère ennemi, le cobalt. Ce dernier s'échange à $30 000 la tonne, contre 80 000 il y a quelques mois. Le cuivre, lui, a doublé, passant de $5 000 à $9 000. Les creuseurs viennent à notre rencontre. Bonjour, ça va? On peut aller leur parler, on peut regarder comment ils récoltent, quoi. Je m'interroge. Mais au fait, à quoi ressemble le cuivre à l'état brut? Je décide d'aller voir par moi-même. Tous les jours, vous en ramenez combien de sacs? À peu près des 10 sacs ou 9 sacs. Et donc là, et vous travaillez toujours les mêmes ou ça peut être différent? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui rentrent ici. Wow. C'est pas évident. Voilà. Ouais. Attendez. Ok. Vous allez passer? Ouais, je vais essayer, mais avec la Osmo, c'est pas sûr. Est-ce que je peux tenir pour vous? Ouais. Descendez. Je la passe. Ok. Et ça, c'est pliable? Bon, c'est comme ça, nous les chrétiens. Bon. On souffre. Ça tient le coup. C'est comme ça avec la vie d'écrivage. Ah ouais. Ok. C'est pourquoi si vous voyez de pelles, c'est lorsqu'on constate qu'il y a de danger, il n'y a pas des éboulements, parce que nous avons une coopérative qui nous aide un peu quand même. Ouais. Lorsqu'il y a le danger, on appelle l'appel descend, arrange là où les chrétiens travaillent. Ah d'accord. Ok. Est-ce que vous vous battez pour trouver quelque chose à manger? Okay. Ça, c'est du quoi? C'est du quartz qu'on voit là? Quartz. Donc, si, vous voyez ici, il y a le quartz et il y a une partie là, il y a des cuivres. Ah, montrez-moi. Ok. Le verre ici, ouais. Ce sont des cuivres et là, on travaille, ce sont des fer. Il y a des... Donc le quartz annonce le cuivre? Oui, ça marche de pair. Okay. Oui, là, il y a les cuivres, il y a aussi une partie là de quartz. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. On remonte, il est avant. Ici, je pourrais pas. Voilà. On n'a pas à faire à part venir travailler ici. Vous travaillez de 7h à 17h? Ah oui, oui. Ouais. Sauf la nuit. Tous les jours de l'année? Tous les jours. Le dimanche aussi? Oui, tous les jours. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Ah bah oui. À moins que je travaille dur et que je fatigue. À part ça, nous devons venir chaque jour pour avoir comment manger. Pour nourrir votre famille? Ah oui, oui. La journée est terminée. Les mineurs vont rejoindre leur baraquement. Oui, alors c'est un plateau un peu particulier puisque c'est un peu la fin de la journée. On vient de passer quelques heures avec eux. Ils nous ont montré l'endroit où ils travaillaient. C'est le moment de détente. On le voit, il y a de la joie. Ils étaient très contents de nous voir. C'est des gens qui travaillent de 7h du matin jusqu'à 17h le soir dans la mine, à creuser dans des trous. Et voilà, donc là c'est le moment un petit peu de détente.
Cette nuit, nous avons dormi dans une cité minière construite par et pour les Chinois. Plus exactement, pour les techniciens de TFM, Tenke Furungume Mining, qui exploite l'immense mine de cobalt tout proche de cette ville. TFM est l'une des plus grosses exploitations de cobalt de RDC. Autrefois, l'entreprise appartenait aux Américains, qui l'ont vendue aux Chinois et qui maintenant s'en mordent les doigts. Furungume est une des places fortes du cobalt au Congo. Les Chinois évacuent le précieux minerai par le rail, via la Zambie, puis la Tanzanie, jusqu'à l'océan Indien. Avec l'accord signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda, sous la houlette de Donald Trump, les Américains utiliseront sans doute bientôt le port de Lobito, en Angola, pour évacuer le minerai du Kivu et du Katanga. Donc vous avez toujours connu cet endroit-là comme ça? Oui, cet endroit a toujours été comme ça. D'accord. Mais depuis, avec l'avènement du code minier, il y a eu beaucoup de développement avec TFM qui apporte sa touche dans la commune de Furungume pour développer cette entité qui a autant resté pendant des années et des années non développée. Maintenant, actuellement, avec l'apport de TFM, la commune de Furungume, ça va maintenant. Donc la mine participe, la mine possession chinoise participe à l'aménagement de la commune et à son amélioration. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. À Furungume, TFM construit en outre des orphelinats, finance des projets de voirie. L'entreprise fournit en plus des besoins de la mine une partie de l'électricité de Furungume. La concession régit la vie collective jusqu'au fond de la prison de la ville où la plupart des détenus qui s'entassent en attendant leur jugement sont accusés de vol de minerai. Ici, la tentation est forte et le minerai, ça rapporte. Bonjour, je suis journaliste français. Je voulais savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi ces gens, vous avez été arrêtés. Moi, je suis incarcéré ici. J'ai été interpellé pour motif d'escroquerie, dont moi, je ne le connais pas. Et depuis que je me retrouve ici, il n'y a aucune suite vraiment pour mon cas. Ça fait plus de 2 mois et quelques jours. C'est depuis le 30 avril que je suis ici. Et vous savez pas pourquoi? On m'interpelle d'escroquerie, mais moi, je ne reconnais pas. J'ai demandé même que je paie l'argent en question, mais que je sois relâché. Ils refusent. Du coup, je me retrouve toujours ici. Et les gens qui sont là, ils sont aussi interpellés pour des motifs Il y a divers motifs ici. Il y a entre autres les creuseurs, ceux qui violent dans la concession de TFM. Il y en a aussi qui violent quoi? Qui violent la matière, disons. Ah, qui volent? Oui, qui volent, disons. Qui volent du cobalt, des substances, du trafic, oui, ça? oui. Là, il y a des trafiquants de cobalt. Oui, justement. Ok. Et d'autres aussi pour divers motifs tels que les vols. Ok. Oui. C'est un peu comme ça. C'est surtout ça? Oui. D'accord. À Furungume, la justice vous couvre d'or, à condition de respecter les règles. Direction la mine. Dès la guérite de l'entrée franchie, c'est l'impression de fouler le sol d'une autre planète qui domine. C'est le domaine de la pierre, des machines de terrassement et des hommes casqués en tenue fluo. Soudain, les militaires congolais s'agitent. Une estafette de sécurité chinoise est venue se garer. Elle nous observe discrètement pendant la visite. Celle-ci sera succincte. Ici, pas question d'aller au fond, comme avec les creuseurs de la mine artisanale de Likasi. On se contente de faire le tour de la montagne éventrée et de celle de gravats qui a surgi de terre à force de creuser. Nous ne rencontrerons aucun officiel chinois de la compagnie, juste un géologue congolais.
Nous sommes dans la concession TFM. Précisément, nous sommes dans la mine de ce qu'on appelle Fungurume. Fungurume. Alors, dans cette concession, il y a plusieurs gisements. Ici, nous sommes devant. À côté, à quelques mètres, il y a la mine qu'on appelle Fungurume 9, qui est en exploitation. Cette mine, elle fait quelle superficie? On dit qu'elle est très grande. Pas la mine elle-même, mais la concession TFM, c'est elle qui a quand même une très grande superficie. Si peut-être il faudrait avoir ça, je n'ai pas précisément en tête. C'est plusieurs centaines de kilomètres carrés? Oui, effectivement, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Parce que la longueur, ça va de Ngouba jusqu'au niveau de vers Kolwezi, c'est au niveau d'Mpumpi. D'accord. C'est à peu près plus de 22 kilomètres. D'accord. C'est la plus grande du Congo? Ou l'une des plus grandes entreprises aussi qui a une grande superficie au Congo, oui, parmi les entreprises minières. Départ pour Kolwezi, à 2 heures de route de Fungurume. Comment ne pas penser, en se rapprochant de la ville, aux légionnaires français et à leur saut héroïque, le 19 mai 1978. De l'histoire de la Légion étrangère, il ne reste presque rien. Même les militaires congolais qui m'accompagnent n'en ont jamais entendu parler. Kolwezi est aujourd'hui une ville moderne, dont les mines ont fait une grande partie de la richesse. La nouvelle est tombée dimanche, dans l'après-midi, juste après notre arrivée à Bunia, dans la province de l'Ituri, à l'est du Congo. Plus de 30 chrétiens ont été massacrés quelques heures plus tôt, dans une église, sur la commune de Komanda. C'est à une 60aine de kilomètres de Bunia, là où nous sommes. Nous demandons aussitôt à nous y rendre. Le temps d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités militaires qui dirigent la province de l'Ituri. Et nous voilà sur le départ. Lundi 28 juillet, 11h30, nous prenons la direction du sud de la province, vers la frontière avec le Nord Kivu. La piste est chaotique, très difficilement praticable par endroits. Il va nous falloir plus de 2h30 pour gagner Komanda, le lieu du massacre. À notre arrivée, le village retient son souffle. On enterre les morts. C'est l'émotion à l'état brut. Des milliers de personnes sont rassemblées. Les corps d'une partie des victimes ont été disposés au fond d'une fosse commune. Les familles regardent leurs parents, leurs frères, leurs sœurs parfois, se faire recouvrir de terre au fond de la fosse. Ce sont des gens de votre communauté? Oui. Comment? Cet homme a perdu ses 2 fils. Ils sont en train d'être ensevelis derrière lui. Ce qui s'est passé à nous à Komanda, substantiellement, d'ailleurs, attendu, on ne savait pas comment les ADF pouvaient pénétrer dans notre terrain. Comme on avait ce qu'on disait une fête de la croisade. Les croisades sont venues de toutes paroisses. Venir ici, célébrer leur fête. Alors, substantiellement, les coups de balle sont attendus.
Alors on croyait peut-être que c'est le vol main armée. Ouais. Alors brusquement, d'ailleurs, ce qu'on ne s'attendait pas, on vient d'attendre que non, ce sont les ADF qui sont pénétrés dans notre terrain. Alors comme nous les autres, comme je viens de parler, moi je viens de perdre mes deux fils qui sont ici. Ils sont ici? Oui, oui, qui sont venus de croisades. Alors moi je ne connaissais pas ça. Ils m'ont promis que non, papa, libère-nous, nous avons notre fête aujourd'hui. Je l'ai dit que comme c'est le service, comme le beau Dieu nous accorde, allez les servir. Alors, de 1h du matin, le coup de balle s'est attendu. Le samedi passé, le 1h du matin à 1h36 minutes, le coup de balle s'est attendu. Alors on ne se croyait pas comme, d'ailleurs nous les autres croyaient peut-être que ce sont les bandits. Simultanément, alors le matin, on se prétendait que non, nous avons des morts et nous avons des maisons incendiées. Lewis a 22 ans, Patia 32. Ils ont tout entendu du massacre et veulent nous montrer les lieux. Parce que ça fait des répétitions à chaque moment, chaque jour. Qu'est-ce que tu vas nous montrer là? Ici, Ok. une maison, quelque part. Ok. Surtout là, l'hôpital. Ok. This is hospital. The hospital is chaque jour qu'on est en train de... C'est mon famille propre. Hein? C'est mon famille. C'est ta famille aussi? Mon petit frère, grand frère. Et ma mère. Ok, ok. Ici, la 7 maison. Ok. Ici, non. La confusion règne. Toute la communauté est encore sous le choc. Ici, personne ne sait. Ici, une personne était ici. Ok. Vous voyez, ça c'est du ça. La salle paroissiale ressemble à une étable. Il y a du sang et des morceaux de chair un peu partout. Vous voyez du ça? L'odeur vous prend Ça les c'est tripes. du ça des personnes. Ok. Vous voyez? Environ 4 personnes ont été tuées ici. Environ 4 mamans. Ok. On était tués ici. 50. Ici, environ 4 personnes ici. 50. Oui. Maman. Des mamans. Ces chiffres prononcés paraissent fous. La rumeur voudrait aussi qu'il y ait encore des corps dans la forêt. Ça c'est l'hémorragie de personnes. Vous voyez? Ouais. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de... Non, mais je sais bien. Merci. Ici aussi, il y avait un cadavre. Un cadavre aussi. Alors, il y a aussi là-bas. Là-bas, c'est là où on a fait ce qu'il veut. Ici, nous n'avons pas de sécurité. C'est là-bas qu'on a fait ce qu'il veut. Ouais. Oui. C'est là-bas qu'on a castré à castrer. Castré? Ah. Il faut castrer. Ce sont des membres de la communauté catholique Croisade Eucharistique qui ont été massacrés. Ils appartiennent à l'ethnie Nandé, originaire du Nord Kivu. Il était minuit passé lorsque les tueurs ont pénétré dans l'église avec leurs machettes. That is the second. Sasa mkialo Les esprits s'échauffent. Certains des leurs ont été pris en otage. ukunademba muzungu kuti ni 3 morts kule kwa 3 morts keba tunayomba vraiment le Congo c'est un pays qui nous fait fatiguer vraiment. Depuis hier, nous étions avec les gens de la Croix-Rouge. Nous avions dénombré, les corps étaient au nombre de 31 et 2 blessés. Les corps qui sont enterrés là-bas, il y a au nombre de 22 corps qui étaient restés ici dans la salle. Et puis, il y a d'autres corps qu'on avait pris, mais il y avait 22 corps restants dans cette salle depuis hier soir. Et c'est ces corps-là qu'on a enterrés. Nous prions que
notre force militaire, la coalition UPDF FARDC, qui fasse tout un effort de récupérer nos gens, de nous remettre nos gens. Parce que nous, vraiment, en commande maintenant, nous sommes délaissés. Nous ne sommes pas déjà. Parce que le gouvernement est là, les soldats sont là, les militaires, la coalition, UPDF, FARDC, tous sont là. Mais aucune intervention. C'est ce qui nous fait souci. Ça nous a brisé le cœur. C'est ça. Vous êtes tout seul. C'est le groupe ADF Nalu qui a commis cette atrocité. Des djihadistes ougandais ayant fait allégeance à Daesh. Mais les ADF ont aussi semé la mort ici, brûlant ce camion, avec 2 occupants à l'intérieur. Ah ouais. So they burn people inside. Ici, l'objet des convoitises, c'est l'or, qu'on trouve un peu partout en Ituri. Les groupes armés pillent aussi les entreprises de commerce du bois et du café. Ce n'est pas nouveau, mais depuis 30 ans, ça ne s'arrête jamais. Et les massacres comme celui-ci sont réguliers, comme une fatalité. Dans les faubourgs de Komanda, des déplacés du Kivu s'entassent dans des tentes. Merci beaucoup. Les ONG leur portent secours depuis bien longtemps. De l'USAID à l'UNHCR, elles sont toutes présentes en RDC. Mais il en arrive chaque jour, comme un flot de malheur, même si la mort les guette, même si les machettes ne sont jamais loin. L'Est du Congo est bien le cœur des ténèbres. En dépit de cette malédiction, chaque fois on reconstruit. Et tout le monde met à la main à la pâte, même l'armée congolaise. Dans le village voisin d'Irumu, celle-ci a reconstruit une école brûlée lors d'une razzia d'un groupe terroriste local. Ici, nous sommes en territoire d'Irumu, plus précisément Irumu territoire. Vous voyez ces bâtiments avant sa construction. En fait, ces bâtiments montrent la restauration de l'autorité de l'État que nous avons imposée ici en territoire d'Irumu, en province de l'Ituri. Avant, vous allez remarquer qu'il n'y avait rien ici. Ces bâtiments a été incendiés par la milice FPIC. Cette milice régnait comme le pouce du César, régnait à maître ici. Et ça fait que cela a conduit avec beaucoup de conséquences où il y a eu plusieurs de déplacés. Il y a eu un nombre important de déplacés qui ont fui ces milliers. Après un travail de titan mené par les forces armées, aux premières heures de l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons rétabli l'autorité de l'État. Nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise, ici à Irumu, a connu, ces bâtiments a été aussi incendiés par cette même milice, tuant 6 policiers. Nous avions d'abord ces opérations que nous menions, on a ouvert les axes, et puis après on a récupéré les grands bastions de ces groupes armés. Mais comme effectivement nous sommes, vous savez, c'est une guerre asymétrique. Oui. Et quand vous êtes dans une guerre asymétrique, il devient difficile de trouver l'ennemi. Parce qu'après, il se volatilise, il va dans la population. Alors, c'est là où nous avons décidé, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on a fait la guerre, c'est vrai qu'il y a le dialogue, mais nous allons aller au-delà. Parce qu'à la fin, la troisième phase, c'est toujours contrôle de zone et stabilisation. Alors, j'ai commencé à mener des opérations concurrentes, enfin des activités concurrentes. Et donc, j'ai ramené la stabilisation à la première phase aussi. Et donc, j'ai commencé à reconstruire, n'est-ce pas, les routes, les bâtiments, des grandes infrastructures, ce que vous avez vu, des bureaux administratifs, des hôpitaux,
pour que cette population voit aussi que l'État qu'il pensait ne pas exister existe et qu'il est en train de faire quelque chose. Voilà, les services publics renaissent et que effectivement l'État est intéressé à eux et il a un souci pour eux, pour qu'ils viennent à nous et s'apporter. C'est comme ça que vous avez vu quand j'ai dit d'ici jusque là où vous êtes arrivés, il n'y avait pas âme qui vive. On a créé aussi l'espoir et donc voilà, aujourd'hui vous avez vu ce que vous avez vu. Quelques semaines plus tard, un autre massacre aura lieu quelque part au Kivu. Même groupe armé, même méthode. Le flot de sang qui coule semble sans fin. Le M23, l'allié du Rwanda, occupe toujours la partie est du Congo. En apparence, rien ne change, et les espoirs de paix, nés de l'accord avec les Américains, peinent toujours à se faire sentir.